Bonjour à tous, dans la dernière vidéo on a vu que les sauveurs américains et derrière eux la finance apatride ont financiarisé l'économie mondiale par la libéralisation des taux de change et d'intérêt au début des années 70, ce qui a permis l'avènement d'un grand casino mondial comme on a vu dans l'épisode 17. Et on va voir dans cette vidéo qu'en suivant ce grand casino, cette spéculation globalisée a permis la relance du parasite fédéraliste ultralibéral en Europe, de la construction dite européenne, et qui en fait est apatride. Voilà comment ça s'emboîte pour la finance apatride, voilà sa stratégie globale. D'abord, acquérir le pouvoir de tout acheter. Donc ça a été acquis avec le dollar comme monnaie internationale découplée de l'or en 71. Et ensuite, lever les obstacles qui empêchent de rendre tout achetable, avec la promotion de l'ultralibéralisme couplé au libertarianisme depuis l'OMC jusqu'à la construction européenne en passant par les accords de domination culturelle. Avec cette précision que quand vous avez le pouvoir de tout acheter, il faut encore que tout soit achetable. L'offre était là, il fallait encore créer la demande. Alors on arrive aux premières marches fédéralistes avec la mise en place d'une union économique et monétaire qui s'est réalisée en plusieurs étapes. Les prémices d'abord du serpent monétaire européen au traité de Maastricht. Dans l'optique d'établir donc un empire fédéral européen, l'institution d'une union économique et monétaire était alors un élément fondamental. Suite à la décision de Nixon du 15 août 71 de suppression de la convertibilité du dollar en or et aux risques ainsi générés liés au taux de change entre monnaies, les fédéralistes européens ont saisi l'occasion pour avancer vers une monnaie commune, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une couverture commune contre les risques de change générés par cette décision en créant le 10 avril 72 par les accords de Bâle le serpent monétaire européen, le SME, s'engageant alors à faire flotter les monnaies de concert, les devises donc, en maintenant des rapports quasi stables entre elles, avec un écart admis de plus ou moins 2,25%. Alors je rajoute qu'ils n'attendaient que ça, c'est barbare, comme si les risques liés au taux de change entre monnaies fluctuantes ne suffisaient pas, ils se sont rajoutés en suivant les traîtres des risques liés au taux d'intérêt, comme avec la loi Pompidou-Giscard, dont le résultat est encore pire. On pouvait alors spéculer non plus seulement sur le dos des variations entre monnaies, mais contre les monnaies elles-mêmes. Bref. Surfant dès lors sur la nécessité de convergence, les gouvernants firent alors une utilisation complètement abusive de l'article 235 du traité de Rome, en violation même de ce traité de trahison, il faut le faire, pour approfondir et étendre la construction européenne à l'union économique et monétaire, notamment par abus de procédure, comme je l'ai indiqué dans la précédente vidéo sur l'Europe des États-Unis, en détournant cet article du traité de Rome. Alors jugez vous-même, celui-ci indiqué: si une action de la communauté apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun l'un des objets de la communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, prend les décisions appropriées. Alors sur la base de cet article, ils ont établi le règlement 907-73 du 3 avril 73 instituant le Fonds monétaire. Ce règlement affirme que la réalisation de l'union économique et monétaire constitue un objectif du traité. Alors voyons à l'analyse si c'est vrai, je vous le dis tout de suite, c'est faux. Car l'union économique et monétaire est le plus haut niveau de processus de fusion de différentes économies, alors que le marché commun n'est qu'un niveau intermédiaire. Alors vous voyez, si on rentre dans les différents degrés de rapprochement des économies, le premier degré, c'est la zone de libre-échange. Et dans cette zone de libre-échange, il s'agit d'éliminer les barrières douanières entre États membres seulement. Et c'est déjà beaucoup, vous me direz. Ensuite, vous avez au deuxième niveau l'union douanière. Alors, c'est encore un pas supplémentaire. En plus, les gouvernants uniformisent les droits de douane vis-à-vis des pays tiers. Et ça tend toujours vers zéro, les droits de douane, au nom de l'ultralibéralisme de l'OMC, comme j'ai déjà expliqué.
Après, au troisième niveau, vous avez le marché commun ou unique. Et là, c'est encore un pas supplémentaire. En plus, ils éliminent toute entrave au mouvement des facteurs de production, donc marchandises, personnes, services et capitaux. Et je précise, les délocalisations, c'est à cause de ça. Et ça, c'est là où s'arrête le traité de Rome. Ensuite, vous avez un quatrième niveau, et ce n'est pas inclus donc dans le traité de Rome, et ça ne constitue donc pas un objectif ou un objet du traité, car vous avez l'union économique. Et là, c'est encore un pas supplémentaire. En plus, ils harmonisent les différents aspects de leur politique nationale par le bas, ça va sans dire, au moins-disant social, économique, etc. Enfin, pour finir, vous avez la fusion des économies avec l'union économique et monétaire. Et là, c'est encore un pas supplémentaire. On met en place une monnaie commune qui ne peut être unique, sauf à passer directement dans un cadre fédéral. Là, il s'agit forcément d'une monnaie qui recevra le même nom dans chaque pays, qui aura la même valeur, enfin bref. C'est nécessairement une singerie de monnaie unique, avec une banque centrale et ses succursales, qui sont les banques centrales des États de cette zone. Donc c'est absurde et ça crée des problèmes insolubles comme Target 2 pour les intimes, qui conduiront inévitablement au crash si on ne passe pas dans un cadre fédéral. Et manque de bol, on ne peut y passer à cause de la réalité des peuples différents, du moins il faudra calmer les esprits encore une fois avec une bonne guerre, j'ai envie de dire. Et c'est cette banque centrale qui gère la politique monétaire pour l'ensemble de la zone avec une politique indépendante des peuples, et qui uniformise tout sans tenir compte des spécificités de chaque économie. Par exemple, les économies du sud de l'Europe ont besoin d'une monnaie faible pour booster les exportations, et ceux du nord s'accommodent très bien, vu leur production, d'une monnaie forte. Bref, il y en a qui se font couillonner par cet euro. Et puis après, vous en avez, pays du Nord, qui vont vous dire, vous n'avez pas de discipline, on va pas vous donner un euro de plus. Alors au total, non, l'union économique et monétaire n'est pas un objectif du traité de Rome, ce n'est pas prévu par le traité de Rome. En revanche, c'était prévu depuis longue date par nos sauveurs américains. Une note émanant de la direction Europe, datant du 11 juin 65, conseille au vice-président de la communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. Elle recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue pratiquement inévitable. Le 27 octobre 1977, Roy Jenkins, alors président de la Commission européenne et insulaire britannique aux ironies, proposa directement donc la création d'une monnaie unique. Le système du serpent monétaire européen, toutefois, ne résista pas à la chute continue du dollar entre 72 et 78 et fut remplacé le 13 mars 79 par le système monétaire européen qui institua comme référence des devises un panier moyen dénommé écu constitué au prorata des devises adhérentes au système et une fluctuation des devises de seulement 1,125% par rapport au panier moyen. Bref. Convergence, le 2 décembre 86, le Conseil européen à Luxembourg décide que l'union économique et monétaire devra être inscrite dans le texte révisé du traité de Rome, le futur traité de Maastricht. Donc passons maintenant à la réalisation de l'union économique et monétaire avec le traité de Maastricht. L'union économique et monétaire va se réaliser en plusieurs étapes. Durant la première, de 90 à 92, les représentants des États et la communauté économique européenne peaufinent la réalisation de leur projet de marché unique, préparant donc deux choses, la libéralisation des mouvements de capitaux et l'interdiction du financement monétaire des pouvoirs publics par les banques centrales. Alors en France, c'est acquis depuis 1974, où on a rendu caduques les avances à taux zéro de la Banque de France, comme je l'ai déjà expliqué. Elle se concrétise, cette première phase, par le traité de Maastricht. Alors je vous lis son article 2. L'Union se donne pour objectif l'établissement d'une union économique et monétaire comportant à terme une monnaie unique. L'Union se donne pour objectif. Elle se les donne maintenant, c'est-à-dire en 92. Sous-entendu, il n'existait pas avant en 57, sous-entendu, nous les impérialistes qui avons violé le consentement du peuple en 57,
pour faire passer le traité de Rome sans débat et contre l'opinion publique parce que ça nous arrangeait, on se permet aussi aujourd'hui, en 73, de violer le traité de Rome parce que ça nous arrange également. Rappelez-vous les gouvernants très tristes des pays européens, affirmés dans le règlement européen 907-73, la réalisation de l'union économique et monétaire constitue un objectif du traité. C'est faux. Les objectifs de l'Union sont atteints, blablabla, dans le respect du principe de subsidiarité. Ceux qui ont menti pour violer le consentement des peuples européens afin de faire passer leur traité de trahison, le traité de Rome, qui les a rangés, et qui mentent après en disant que l'union économique et monétaire est un objectif du traité parce que ça les arrange, affirmant suivant qu'ils respecteront le champ d'action limité qu'on leur donne. Hypocrite. D'autant que, comme je l'ai développé déjà dans la vidéo sur l'Europe des États-Unis, la Cour de justice des communautés européennes, en profitant d'un vide juridique en cas de conflit entre les ordres juridiques nationaux et l'ordre juridique européen, a cru pouvoir affirmer d'on ne sait où la supériorité du droit européen, droit communautaire, sur toutes les institutions nationales, constitutions comprises. Le fédéralisme parasitaire ainsi conçu, c'est de l'impérialisme. Il se prévaut d'un droit supérieur qui pénétrerait directement les États en leur laissant des compétences subsidiaires. En considération de ce seul point, on comprend que ce traité de Maastricht concrétise davantage le fédéralisme et est totalement inconstitutionnel puisqu'il retire le kratos au démos, il retire le pouvoir au peuple. Le vote du peuple ne compte plus. Et Mitterrand, qui a orchestré ce coup d'État, permanent, comme je le démontre dans la vidéo qui s'appelle du même nom, il le savait très bien. Dans le dernier Mitterrand, livre de Georges Benamou, il livrait son appréciation à peu près en ces termes. Après moi, il n'y aura plus de grand président, le mytho, à cause de l'Europe et à cause de la loi du marché. On n'est pas en démocratie, mais en démopacratie, en financocratie. Le sabordage, donc, initié par la ratification du traité de Maastricht. Alors, je ne parle pas de l'effondrement du bloc soviétique, qui était un élément préalable indispensable pour passer à la phase suivante avec les traités internationaux de mondialisation marchande comme l'OMC ou sur toute la stratégie de domination culturelle. Je vais me concentrer sur un seul point, cette construction européenne, dite européenne, est réellement parasitaire. Voilà ce qu'offrait Maastricht, plus de compétences encore dévolues à cette organisation mafieuse dénommée UE qui s'oriente dès lors vers la polygamie économique et monétaire en confisquant les prérogatives des États, en augmentant les décisions prises à la majorité qualifiée et en mettant un bâton en place pour se faire battre des sanctions financières. Le Parlement valide. Philippe Séguin, dans son discours devant l'Assemblée nationale du 5 mai 92, s'exprimait admirablement dans le cadre d'une exception d'irrecevabilité qu'il soulevait contre le projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht. Pour être précis, il a fait ça par le biais d'une procédure rarissime utilisée une seule fois, je crois, et qui n'avait jamais abouti en 34 ans, et en plus, il y avait plus simple. Bref. En voici un extrait. Aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Si le Parlement valide, c'est simple, c'est complot contre la sûreté de l'État et ça mérite bien la prison à vie et d'être frappé d'indignité nationale. Et pourtant, le texte de la révision constitutionnelle préalable, parce qu'indispensable pour la suite de leur plan, a été adopté par les parlementaires à une écrasante majorité de traîtres à la nation. Ils ont vendu le pouvoir du peuple purement et simplement. Et il faudra un jour au moins juger toute cette racaille au nom de la France. Et à l'issue d'un processus électoral antidémocratique, je l'ai expliqué, la liberté d'opinion et d'expression des Français ont été bafouées en permanence et donc manipulées de toutes parts, la balance a penché, que de justesse malgré toute la propagande, du côté des fédéralistes. Le traité a été ratifié par référendum d'une courte tête, l'Union européenne était instituée dès lors par ce traité de Maastricht ratifié et est entré en vigueur au 1er novembre 1993.
Je vous conseille, si vous voulez percevoir l'ampleur de l'entubage, qui est une conspiration pure et simple contre l'État, que je démontre dans le détail juridique le plus précis dans la vidéo Mitterrand et le coup d'État permanent. Alors, tous les petits chiens fanatiques aux ordres de la finance apatride qui aiment remuer la queue et sourire à leur maître, qui veulent disqualifier toute réflexion avec l'anathème complotiste ou conspirationniste, j'ai envie de leur dire, le cerveau, ça existe, mais apparemment pas pour vous. Alors, passons outre l'architecture bizarre et complexe de ce parasite institutionnel qui repose sur 3 piliers pour ne retenir que l'essentiel. Les compétences de l'Union européenne ne cessent de croître et celles des États de décroître. Alors, au total, le parasite dénommé UE a volé les compétences suivantes que l'État va simplement mettre en œuvre, comme un préfet qui agit sur ordre, car ce parasite grignote les souverainetés des États en passant à la majorité qualifiée. Donc un État qui refuse une politique peut se l'avoir imposée par les autres. Donc dans les domaines suivants qui s'affichent, outre ces domaines où l'État donc n'a plus son mot à dire du tout, et outre les domaines tels que la sécurité intérieure et la politique étrangère ou la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui échappait encore en 92 à l'UE, parce que c'était le vote à l'unanimité qui s'appliquait encore, et bien outre ça, pour tout le reste, on instaure le principe hypocrite de subsidiarité comme clé de répartition des politiques les moins intégrées. Ce principe signifie quoi? Il signifie que le parasite apatride hypocritement dénommé UE n'agit que lorsqu'il le décide, qu'il le décide tout seul dans son coin, qu'il décide donc que son intervention apparaît plus efficace que celle des États pris individuellement. Donc au total, désolé d'être technique, c'est ce droit parasitaire complexifié à souhait pour être imbitable et qui le veut. Si on cumule le monopole de l'initiative législative de la Commission, l'effet de cliquet non-retour des décisions du Conseil de l'unanimité vers la majorité qualifiée, les abandons de compétences nationales par pan entier, par haute trahison du président de la République, du Parlement, des juges, le principe de primauté du droit communautaire, son effet direct conjugué avec le renvoi préjudiciel élargi validé par les juges nationaux, entériné et élargi par les chefs d'État, les gouvernements et les parlements dans les traités postérieurs de Nice et d'Amsterdam, enfin 97 pour Amsterdam et 2001 pour Nice, et vous avez aussi la possibilité de sanctionner le non-respect du droit communautaire mis en place par le traité. Au total, force est de constater que l'État n'est plus souverain, c'est une province au sens étymologique du terme, vaincue précédemment, qui se voit dicter ses lois et qui est dès lors impuissante, d'où la naissance en suivant des délocalisations sauvages. Bref, peu importe les règles compliquées pour la prise de décision, changées constamment avec l'entrée dans l'UE de nouveaux États membres, on ne peut pas faire primer l'intérêt national. Alors ensuite, on arrive à la deuxième phase de la mise en place de l'Union économique et monétaire, c'est le pacte de stabilité et de croissance de 97. Ce PSC, pacte de stabilité et de croissance, adopté par le Conseil de l'UE d'Amsterdam, composé des représentants des États membres, le 17 juin 97, transposé par 2 règlements du 7 juillet 97 pour être précis, prolonge alors l'effort de réduction des déficits publics engagé en vue de l'adhésion à l'UEM, l'Union économique et monétaire, et de l'institution de l'euro. Ainsi sont posés au mépris total de la réalité, parce que les économies des pays européens sont structurellement différentes, des critères de convergence des économies des États membres en matière d'inflation, de finances publiques ou de taux de change ou de taux d'intérêt à long terme, avec une limite du déficit public fixée arbitrairement au doigt mouillé à 3% du PIB et celle de la dette publique brute à 60% de la richesse nationale, prévoyant déjà des recommandations et des sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas ces critères, même si ces sanctions ne furent pas appliquées alors. Ce traité ultralibéral amorcé par les dettes publiques a renié toute marge de manœuvre politique des États qui ne maîtrisent dès lors plus leur politique monétaire. En revanche, la politique budgétaire restait une compétence nationale puisque si elle avait été communautarisée, on serait de facto dans un État fédéral. Quoique, elle a été attaquée par la suite, on le verra la prochaine fois. La mise en place de l'euro de 99 à 2002, la troisième et dernière phase de l'Union économique et monétaire, l'introduction de l'euro avait été programmée au calendrier
par le sommet européen de Madrid les 15 et 16 décembre 1995 qui fixait le commencement de l'euro début 1999 avec fixation de taux de conversion définitif en euros des unités monétaires participantes et en 2002 l'introduction des pièces et des billets en euros. Le piège était bien ficelé et s'est bien refermé sur les peuples. Tentative d'ailleurs en suivant de mise en place d'un fédéralisme européen dans les années 2000, le traité de Lisbonne de 2008 fait suite à l'échec de la Constitution européenne fédérale de 2005. La toile européiste se tisse autour des peuples, des États, pour aboutir en 2004 au projet de traité établissant une constitution pour l'Europe. Le peuple français, outre les Néerlandais d'ailleurs, lors du référendum du 29 mai 2005, l'a rejeté à 55% des électeurs qui s'étaient exprimés, qui ont répondu non, et s'il y avait eu un vrai débat public et contradictoire, comme c'est le minimum syndical en démocratie, le résultat aurait été spectaculaire. Mais bon. La quatrième tentative d'Europe fédérale venait d'échouer après 49, 51 et 54. Ils étaient encore trop gloutons, ils se sont précipités. Du coup, jamais on ne demandera plus l'avis du peuple, quitte à le bâillonner ou à le mutiler s'il ouvre sa gueule. Persévérant, j'aime à rappeler, comme disait Churchill en 48, les dirigeants très tristes resservent le même plat en 2008, c'est l'emballage seulement qui est grossièrement changé. C'est du réchauffé, la porte se ferme, il passe par la fenêtre, en utilisant avec pragmatisme les effets pervers de la spéculation financière internationale et la crise de 2008. Sarkozy disait c'est ça ou le chaos, Lisbonne ou le chaos, lui qui préconisait les subprimes dans son programme. Et cette utilisation de la crise de 2008 pour plonger les États dans le gouffre de la dette et d'être contraints enfin d'y rajouter plus d'Europe. En effet, le traité de Lisbonne n'est qu'une copie du traité établissant une constitution pour l'Europe. D'après Giscard d'Estaing, le président de la commission qui était chargé de ce projet infâme, les propositions institutionnelles du traité constitutionnel se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent. Dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes. On a tout repris contre l'avis du peuple et on a changé pour la forme des éléments insignifiants. On ne fait plus référence officiellement à Beethoven, mais un point reste tout de même fondamental. Grâce au nom français, à la Constitution fédérale, notre ordre juridique national prime toujours sur l'ordre juridique communautaire, quoi qu'en pense la Cour de justice. Ce qui est logique dans la mesure où les juges français, toute institution française d'ailleurs, tirent leurs compétences de la Constitution. Un constitutionnaliste faisait remarquer qu'un juge ne pouvait faire primer un traité fût-il européen sans entrer lui-même en lévitation puisqu'il tire sa compétence de la Constitution. Ce qui n'aurait pas été le cas si la Constitution européenne avait vu le jour. Ainsi donc, c'est parce que la Constitution prime nécessairement sur les traités européens que les sages du Conseil constitutionnel, ce repère de traîtres, ont à plusieurs reprises affirmé qu'en cas de contradiction entre la Constitution et les traités, il faut modifier la Constitution, la dénaturer pour intégrer les traités. Donc c'est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution, aux trahisons, prison à vie, indignité nationale. Il y a donc désormais une contradiction entre la Constitution et les traités européens, contenus dans la Constitution, qui tirent leur force de leur intégration à la Constitution, d'où le titre de parasite inclus dedans. Cette contradiction résulte de la notion constitutionnelle cardinale de souveraineté. Autrement dit, la Constitution dit désormais deux choses. Une chose et son contraire. La Constitution est schizophrène, elle dit la souveraineté nationale appartient au peuple, et la souveraineté n'est plus nationale, elle appartient aux décideurs dits européens, mais en fait réellement apatrides au service de leur maître de la finance. Ce traité complète la déliquescence de l'État de droit en conjuguant beaucoup de techniques juridiques tordues que j'ai déjà mentionnées en partie. Donc au total, on a tout ce que vous voyez que je mets à l'écran et dont je ne reparle pas pour ne pas encore alourdir davantage. Voilà donc au total comment est juridiquement organisé ce droit parasite. Donc la question c'est pas de se dire oh là là on va mettre plus de démocratie dans l'Union européenne et ça ira. Non, la question c'est d'aller se faire greffer un cerveau et de comprendre que ce parasite apatride dénommé hypocritement Union européenne est impérialiste et ultralibéral par nature. Voilà, donc les traîtres ont simplement repris la Constitution européenne en la déguisant dans la plus pure complexité avec des renumérotations d'articles déjà renumérotés et imbitables de néo-parlers, de novlangues.
Le traité de Lisbonne de 2007 est ratifié par le Congrès français en 2008 par 560 voix pour et 181 voix contre et 152 parlementaires qui ne devaient pas se sentir concernés, qui se sont abstenus. Ce traité est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Que prévoit-il? Toujours la même chose, l'ultralibéralisme sauvage. L'article 3 du TFUE indique l'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive. Vous apprécierez la formule qui tend au plein emploi, on a même honte de le dire, et au progrès social et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Bref, n'ayons pas peur des mots. La Commission est le grand vainqueur. Elle n'est plus responsable devant le Conseil européen. Le rôle de la Commission est également consolidé avec une extension de son monopole de proposition des lois et de ses pouvoirs exécutifs. Chaque membre de la Commission dirige un portefeuille, un ministère. En outre, le président de la Commission dispose du pouvoir de mettre fin aux fonctions des membres du collège, une sorte de gouvernement. Le ministre lui dit allez, dégage. Le vice-président de la Commission européenne, lui, qui est le ministre des Affaires étrangères, a été renommé haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et pour la politique de sécurité chargé de la politique européenne de sécurité et de défense. Et il dirige les séances du Conseil de l'Union quand il s'agit de politique étrangère. Voilà pour l'organisation institutionnelle du parasite. Vous voyez, il est à cheval sur Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, 2 petits kilomètres carrés sur lesquels vous avez une soixantaine de bâtiments des institutions, regroupant 60 000 parasites, fonctionnaires, grassement rémunérés pour appauvrir les peuples en appelant toujours à la rigueur budgétaire. Jugez un peu, c'est sans su. Dispose d'indemnités de résidence, d'indemnités mensuelles, d'indemnités de départ, d'indemnités d'installation, d'indemnités transitoires après le départ, d'une confortable retraite au bout de 15 ans à taux plein et pour les loyaux services rendus. Ça va peut-être évoluer ça, mais enfin, jamais en mieux. Du remboursement des frais de mission, du remboursement des déplacements, du remboursement des frais de voyage, d'avantages en toute nature de toutes sortes. Voiture de fonction avec chauffeur, séminaire de luxe, dans un hôtel 5 étoiles, de tout service à disposition, de grands bureaux avec salle de bain, de confortables logements de plusieurs centaines de kilomètres carrés, pas encore, bientôt, de centaines de mètres carrés, de cadeaux protocolaires, des cadeaux officiels et des cadeaux officieux des lobbies qui ont pignon sur rue, autrement dit des cochons bien gras. Le parasite institutionnel, hypocritement dénommé Union européenne, qui inocule, c'est son seul passe-temps. Le virus ultralibéral par des dirigeants anophèles, sorte de moustiques suceurs d'argent public, n'est pourtant qu'un tout petit parasite. Il ne représente que 0,003% de la superficie de la France et 0,09% de la population française. Et il ne produit rien. Mais qu'est-ce qu'il suce ? Chose-trappe démocratique, une initiative législative irréalisable de la part des citoyens qui est mise en place dans le traité et qui n'a en plus aucune force contraignante sur la Commission. Des parlements nationaux qui sont associés mais qui n'ont pas le dernier mot. Pour contrôler l'application du principe de subsidiarité, la procédure est lourde et finalement ils n'ont pas le dernier mot, c'est le Conseil et le Parlement. Et puis, là où je veux en venir, le Parlement est co-législateur mais sans réel pouvoir en fait. Et donc là, je vais devoir vous asséner la procédure législative ordinaire. Je vous fais grâce de l'autre, parce que celle-là représente 3/4 des procédures en volume. Elle permet au Parlement européen d'adopter certaines directives et règlements communautaires, en partenariat donc avec le Conseil de l'Union européenne. Le Parlement et le Conseil doivent donc s'accorder sur un texte avant que celui-ci ne soit adopté. C'est la procédure de codécision. Pour simplifier, la Commission possède le monopole de proposition des lois, donc elle propose, elle soumet sa proposition au Parlement européen qui la transmet au Conseil qui devra statuer à l'unanimité si le Parlement s'écarte de la proposition initiale. Et à défaut d'accord, en deuxième lecture, le Parlement peut proposer une modification et si la Commission émet un avis négatif, alors le Conseil devra statuer à l'unanimité. Et à défaut, on ouvre une procédure de conciliation. C'est donc la Commission qui mène la danse.
Les autres organes n'ont qu'un pouvoir de refus, mais jamais de proposer librement un texte. Ils sont donc désavantagés, sans pouvoir, et un État peut ainsi se voir imposer une loi contre sa volonté, qui va être ensuite cette loi transposée ultérieurement dans chaque État membre, et c'est alors qu'elles auront force de loi. Il reste dans le traité de Lisbonne 21 domaines dont le Parlement est exclu, et des domaines très importants, enfin je vous en fais grâce. Retenons simplement que les parlementaires européens touchent 36 000 euros par mois. Pour quoi? Pour vivre comme des nababs, hein, dans des séminaires organisés dans des hôtels de luxe pour des coûts exorbitants et qui piochent dans les budgets alloués avec largesse pour eux-mêmes et leurs proches, ne prouvant aucun scrupule, le mot est faible, à leur faire régler des dépenses somptuaires. Le Conseil tombeau du pouvoir des États, le traité de Lisbonne élargit de manière significative le nombre de cas dans lesquels le Conseil pourra décider à la majorité qualifiée, donc fini l'unanimité, donc on peut se faire imposer de cette manière des lois. En matière de contrôle donc aux frontières, d'asile, immigration, en matière de politique étrangère et de sécurité commune, en matière de politique spatiale, d'énergie, d'aide humanitaire, de protection civile. Bref, l'augmentation des compétences communautaires, résumée en 4 volets, je vous fais grâce des 3 premiers, dont j'ai déjà parlé. Vous pouvez les lire. Le premier volet, domaine où l'Union dispose d'une compétence exclusive. Le deuxième, où c'est une compétence partagée, mais exclusive en fait, au final, vu la procédure qu'on a vue. Et puis, troisième volet, les compétences de coordination. Et puis, le quatrième volet, sur lequel je vais m'attarder, les compétences en matière de politique européenne, de sécurité et de défense. Le traité de Lisbonne en a renforcé la forme et le contenu, et son harmonisation avec l'organisation du traité d'Atlantique Nord et les objectifs stratégiques atlantistes. Bref, une diplomatie européenne occupant 8000 parasites de plus pour un coût de 8 milliards d'euros en plus par an, tout ça pour mener une politique chaotique sans vision ni stratégie, si ce n'est de soutenir les guerres des États-Unis et de nous amener directement au choc des civilisations. Au final, les compétences de l'UE sont globales, seules les miettes sont laissées à l'État. La France n'a même pas 10% de poids décisionnel dans les organes communautaire, Conseil et Parlement, mais enfin on s'en fout, elle en aurait 80%, ça changerait rien, un parasite reste un parasite. Rappelons que la souveraineté est une et unique, elle ne se divise pas, elle ne se partage pas, on est souverain ou on l'est pas. Être souverain à 50%, c'est comme avoir 50% de libre arbitre. C'est ne pas être souverain du tout et n'avoir aucun libre arbitre. Et en plus, ce parasite duplique au niveau européen des organes qui existent déjà au niveau national et au niveau international. Car l'Europe, ce n'est pas que la Commission et le Parlement et la Cour de justice, c'est aussi des dizaines et des dizaines de structures inutiles et onéreuses, mais généreuses avec leurs agences apatrides. La force des décisions communautaires est également dans ce traité accentuée. Dernier point, on arrive au bout. La Cour de justice voit aussi son champ d'intervention en raison de la communautarisation des différents domaines, tels que la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière. Par ailleurs, la procédure en matière de sanctions, c'est important, article 228 du TFU, a été renforcée. Les sanctions financières sont plus rapides et la Commission décide du montant de la sanction. Et ça se chiffre à 1 ou 2 plus 4 milliards s'il le faut. Donc on verra dans le prochain épisode que ce parasite qui ne peut rien produire de bon par nature, car il est par nature un impérialisme qui tue l'état de droit et la démocratie nationale, qui oblige à vendre tout et spolie les peuples, ce racket européen amène inéluctablement des crises sociales, sanitaires, environnementales ou terroristes, enfin il y a le choix, il y en a d'autres aussi, ou empêche une bonne gestion nationale pour les prévenir ou les atténuer. Mais le pire, c'est que ces racailles utilisent leurs propres fautes, leur propre turpitude pour passer plus encore en avant leur avantage. La crise comme mode de gouvernement de l'Europe jusqu'à l'effondrement inévitable pour qu'émerge
du moins c'est la volonté de ces racailles à cravate, un nouvel ordre mondial, sans les nations, eh bien c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.